Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre forum. On ne le dira jamais assez, le changement climatique est un enjeu international majeur de notre 21e siècle. C'est l'un des plus importants défis auxquels fait face notre monde. C'est un sujet qui mérite donc notre attention, un sujet qui nous interpelle. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que depuis des décennies, les gens meurent des impacts du changement climatique. Ces impacts sont visibles dans nos vies quotidiennes. Mais comment les médias peuvent-ils faciliter la compréhension du sujet en adoptant une approche qui ne fasse pas peur, mais qui susciterait de l'optimisme et de la bonne humeur? La réponse se trouve dans le journalisme de solutions que promeut notre invité, M. Gilles Van der Putten, journaliste, directeur de l'ONG Reporters d'Espoir, qui encourage ce type de journalisme depuis 2004. Un journalisme qui commande le traitement de l'information sous une autre langue. Et comme l'explique M. Van der Putten dans l'une de ses nombreuses interviews, c'est un journalisme qui cherche à raconter des histoires authentiques, des histoires qui puissent offrir des perspectives aux gens et dont le but est de permettre à chaque citoyen de se projeter dans la résolution des problèmes, sans toutefois céder à l'individualisme, au sensationnalisme, ou à la course à l'audimat. Vous l'aurez donc compris, il ne s'agit pas de faire des éloges des personnes, des individus, des entreprises, des communautés qui luttent contre le changement climatique, mais de mettre en avant des solutions, de mettre en lumière des initiatives contre le climat, de diffuser une information plus positive et porteuse d'espoir. Mais concrètement, comment cela se fait? Nous en parlerons avec notre invité, M. Gilles Van der Putten, journaliste, directeur de l'ONG Reporters d'Espoir, Reporters d'Espoir autant pour moi. Il est l'auteur de l'ouvrage Imaginer le monde de demain, le rôle positif des médias. Un ouvrage dans lequel il propose une nouvelle façon de couvrir l'actualité, une nouvelle façon de faire du journalisme et une approche constructive qui inspire les citoyens et qui leur permet de retrouver le goût de l'information. Il a coécrit avec Stéphane Hessel, Engagez-vous, qui est publié aux éditions de l'Aube 2001, un ouvrage qui est devenu un best-seller avec 250 000 exemplaires et 17 traductions. Il est également le fondateur de la collection Conversation pour l'avenir, dans laquelle il écrit Impression d'ailleurs avec Philippe Stack et Utopie, Quand reviendras-tu avec le scénariste oscarisé Jean-Claude Carrière. Il est là avec nous pour vous offrir des conseils pratiques pour couvrir le changement climatique avec une approche tournée vers le journalisme de solutions. Bonjour, M. Van der Putten. Bonjour à vous, merci beaucoup pour votre invitation. C'est très Merci plutôt à sympa vous et de ça l'avoir me fait accepté. plaisir. Et alors, j'ai pas vraiment de conseils ou de leçons à donner sur le journalisme adapté au climat, mais en revanche, des observations, des constats à partager avec vous et à enrichir avec vous, parce que mon approche, elle est quand même très française, très européenne. Je sais que là, on parle avec des personnes qui sont dans la francophonie tout entière. Euh, donc voilà, tout ce que je vais dire voilà, est vu de mon prisme, sachant qu'on a mené un travail à Reporters d'Espoir sur comment les médias français traitent du climat et quelles sont les bonnes pratiques que les journalistes qui traitent de cette question depuis des années veulent partager avec leurs confrères, puisque vous savez, on s'est aperçu qu'en France, vous avez 1 à 2% des journalistes qui aujourd'hui s'emparent des questions climatiques et savent en parler, vraiment. Donc ça veut dire qu'il reste 99% des journalistes qui vont nécessairement à un moment donné devoir s'emparer de ces questions-là, qu'ils soient en société, en économie, en sciences. Enfin, en sciences, ils le sont en général, ils ont des connaissances en matière climatique, mais il est à parier que ce traitement de la question climatique va irriguer quasiment toutes nos rubriques, toutes les dimensions journalistiques. Ce pourquoi on a voulu enquêter en fait sur ce qui se fait et ce qui pourrait se faire de mieux. Et tout ça est un exercice en fait qu'on veut co-construire parce que c'est pas achevé, hein. Mais l'idée c'est, et d'ailleurs tous les participants à ce Zoom sont les bienvenus pour nous aider à enrichir ce travail. Mais si vous voulez, je Merci peux à, vous donner une approche.
Merci à vous déjà pour cette belle introduction. Ce n'est pas des conseils, mais plutôt des constats, des guides. Quant à moi, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao. Je suis le directeur du forum qui organise ce webinaire. C'est le forum Pamela Award de l'UCFD sur le reportage des crimes mondiaux. C'est un forum du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington, lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET pour aider les journalistes et leur fournir de l'aide, des opportunités, des ressources pour mieux travailler en cette période de pandémie. Nous avons lancé le forum en 5 langues. Donc, il existe en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et nous avons plus de 13 000 journalistes du monde entier qui participent chaque semaine à nos activités. Le forum a aussi pour vocation de doter les journalistes des expertises nécessaires pour assurer une couverture responsable des enjeux mondiaux d'importance locale. Nous vous encourageons donc, si vous êtes journaliste, à adhérer à notre groupe privé sur Facebook et à bénéficier des opportunités que nous offrons à nos journalistes. J'enverrai le lien d'adhésion dans la boîte de chat. Et pour les participants, je souhaiterais rappeler que ce webinaire, comme vient de le préciser notre invité, se veut interactif. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions, d'y contribuer. Si vous suivez la vidéo en direct sur Facebook, vous pouvez mettre vos commentaires vous pouvez poster vos commentaires sous la vidéo, mais si vous nous suivez directement via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion ou la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Je me ferai le plaisir de relayer ces questions aux panélistes. Monsieur Van der Putten, vous êtes, j'espère avoir bien prononcé le nom, vous êtes l'un des reproches, en fait, l'un des reproches qu'on fait souvent aux journalistes est de ne parler que des mauvaises nouvelles et de n'exposer que des problèmes. Vous pensez, vous, qu'il faut changer la donne, qu'il faut couvrir l'actualité autrement? Pourquoi? En fait, c'est le sens de la démarche du journalisme de solution qu'on a contribué à construire il y a 18 ans maintenant, en partant du constat qu'il y avait plein de sujets, on va dire, constructifs qui passaient sous nos radars de journalistes. Et il se trouve que dans l'histoire de Reporters d'Espoir, il y a une famille avec 5 enfants qui sont partis faire un tour du monde qui s'appelait Passeurs d'Espoir. C'est Laurent de Chérizet, qui est l'un des fondateurs de Reporters d'Espoir, qui, avec son épouse, qui, elle, était journaliste et reporter, ils ont rencontré dans des pays souvent pauvres des gens qui se prenaient en main, seuls ou en communauté, ou avec l'aide parfois d'institutions locales ou internationales, pour résoudre des problèmes d'accès à l'eau, de désertification, d'accès à l'éducation, etc. Ils se sont dit pourquoi on ne donne pas davantage à voir ce genre de dynamique, de situation à la fois de difficulté et de résilience, de problèmes et de solutions. La manière dont les gens se reconstruisent après un traumatisme, un conflit, etc. C'est vrai qu'il y a 18 ans, c'était assez mineur dans, en tout cas, les médias français, européens. C'est vraiment une approche qui n'était pas formulée. Alors évidemment, il y a toujours eu des reporters pour avoir cette approche. Ils n'ont pas attendu Reporters d'Espoir qui n'a fait que mettre un mot qui a conceptualisé la chose pour pouvoir ensuite contribuer à son expansion. Mais c'était une démarche très, très minoritaire qui l'est encore aujourd'hui, mais qui se développe. Il y a des reportages de qualité, il y a même des journaux télévisés ou des journaux d'actu chaude, d'actu immédiate, d'actu quotidienne qui tâchent de mettre en œuvre cette démarche. Vous savez, il y a des rédactions qui se sont formées au journalisme de solution. Je pense aux États-Unis, il y a un média qui s'appelle Deseret News, et je crois savoir que les 70 journalistes de la rédaction ont été formés, et ils nous disaient qu'ils se posent quasi systématiquement la question de quelles initiatives peuvent exister par rapport aux sujets, aux problèmes que je traite en tant que journaliste. C'est devenu un automatisme. Mais c'est très rare. C'est très rare. Et beaucoup de journalistes, et à juste titre, vous diront que tous les sujets ne s'y prêtent pas ou tout dépend de la temporalité. Il est parfois difficile de faire du journalisme de solution là où il n'y a pas encore de réponse, là où un accident, un conflit vient de se produire. Et ça pourrait même être indécent parfois.
Cela étant, vous savez, en France, il y a quelques années, on a eu un train qui a déraillé, qui a causé plusieurs dizaines de morts. Et ce genre de drame s'était produit déjà dans l'histoire et au-delà des frontières. Et donc, il y a des journalistes qui se sont intéressés à comment on avait pu prévenir ce genre de situation. Donc, quelque part, on peut, sur beaucoup de sujets, même les plus dramatiques, on peut mettre en regard du problème, d'un dysfonctionnement, d'une catastrophe, des éléments de réponse. C'est un peu ça l'idée. C'est pas de dire qu'il y a des solutions absolues qui sont réplicables parce qu'elles ont lieu à Toulouse, à Paris ou en Allemagne ou aux États-Unis, qu'elles sont réplicables au Togo, chez vous aussi. Voilà, ce serait absurde de dire qu'il y a des solutions. Voilà, elles doivent être dans le respect des cultures, de la géographie, de tout un tas de paramètres. Donc, le journalisme de solution est une aspiration, mais ce qu'on recherche, ce sont des initiatives concrètes qui améliorent la vie des gens, qui améliorent l'économie, qui font la preuve de leur efficacité sur le terrain. Et voilà, il ne s'agit pas de nier les problèmes, il s'agit de contextualiser. Et dans un monde idéal, quand on a le temps, la place, on a ces contraintes dans le journalisme, de parler de la situation dans son intégralité. C'est ça l'idéal, quelque part. On ne peut pas toujours le faire. Ça, on en a bien conscience. Tous les journalistes qui nous suivent, qui nous écoutent, le savent. Ils sont sous contrainte. Ils n'ont pas toujours le temps d'aller identifier des initiatives et d'aller enquêter sur elles. C'est sûr que ça prend plus de temps. Vous voyez, pour prendre une caricature, mettre une caméra sur une voiture qui brûle dans un quartier chaud en banlieue de Paris, c'est facile, quelque part. Aller chercher les initiatives qui font que ça se passe mieux dans tel quartier, c'est arrivé à une époque, mais ça n'arrive plus aujourd'hui. Et de se poser la question, est-ce que parfois c'est une association dans le quartier qui a émergé, c'est une entreprise qui s'est implantée, qui a créé de l'emploi et ça a changé des choses. Mais tout ça, ça prend plus de temps, donc ça demande plus d'argent quelque part, d'avoir le temps d'enquêter sur l'entièreté d'une situation. Vous avez mentionné tout de suite les initiatives et dans le journalisme de solution, les journalistes doivent parler des initiatives, mais est-ce que c'est de toutes les initiatives? Dans le cas précis du changement climatique, dans les initiatives mises en place peut-être par des communautés, par des entreprises pour lutter contre le phénomène du changement climatique, est-ce qu'il faut parler de toutes les initiatives ou seulement de celles qui ont de l'impact? Alors là aussi, tout est possible, quelque part. On peut s'intéresser à la prospective, être journaliste en tech, en technologie, et s'intéresser aux tendances émergentes. Alors, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à aller vers des initiatives qui ont 3-4 ans d'existence pour que ces initiatives qui prétendent œuvrer à l'insertion par l'emploi de personnes handicapées, par exemple. On a de nombreuses initiatives qui vont dans ce sens. Il est bon quand même pour ne pas se contenter d'une bonne intention, qui est tout à fait louable, d'attendre quelques années pour voir comment fonctionne le dispositif, combien de personnes en bénéficient, etc. C'est vrai qu'on a tendance à être, comme tout journaliste, on a une approche un peu critique, on a un recul critique, une distance par rapport à notre sujet. Donc, quelque part, nous, c'est vrai qu'on cherche avant tout des initiatives qui ont déjà de l'impact. Et c'est ce que cherchent les journalistes de notre communauté qui sont membres. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Reporters d'Espoir n'est pas un média. Reporters d'Espoir est une sorte de think tank qui forme, qui sensibilise les journalistes français à cette question du journalisme de solution, qui offre un certain nombre d'outils, qui offre une base de données avec des idées de sujets. Donc on est vraiment une boîte à outils pour les journalistes. Donc au final, nous on propose une méthodologie, on propose des outils, des idées de sujets,
Mais au final, la décision appartient au journaliste qui est face à son sujet, qui est sur le terrain. C'est à lui de prendre la décision. Mais je pourrais vous prendre des exemples de reportages, soit qu'on a réalisé, soit qu'on a promu parce qu'on a un prix pour mettre à l'honneur les journalistes qui font, en dehors de nous, évidemment. Vous voyez, je pense à… Il y a parfois des enquêtes. Il y a un mouvement qui est en train d'émerger, c'est l'investigation de solutions. En disant, on n'est pas obligé de se restreindre au portrait d'un entrepreneur social ou à la description d'une initiative, mais vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense par exemple à Médiacité, qui est un média pure player français, se veut le Mediapart des régions de France. Eh bien, eux, ils ont créé une rubrique solutions, alors qu'ils n'étaient pas attendus là-dessus, parce que, vous voyez, c'est un média qui fait plutôt des enquêtes à charge et qui a fait une série d'enquêtes, notamment, vous voyez, une grande question qui nous occupe, qui est l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, en lien avec la santé par l'alimentation. Donc, ils ont fait une enquête sur le bio dans les cantines. Et en fait, ils ne se sont pas contentés de dire c'est formidable ce qui se passe dans les cantines de Nantes, parce que dans cette région, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et les enfants se voient servir des repas qui sont à 40% biologiques. Ils sont allés voir aussi à Toulouse pourquoi ça ne marchait pas. Et donc, ils ont analysé toute la chaîne de valeur, en fait, la chaîne de production du producteur à nos enfants qui, dans leur cantine, voilà, à l'assiette, de la production à l'assiette. Et si vous voulez, c'était intéressant dans cet exercice de dire, bah, voilà une région dans laquelle ça ne marche pas, et voilà pourquoi. Parce que parfois, les agriculteurs locaux ne produisent pas assez, parce que les collectivités publiques ne se sont pas intéressées au sujet, parce que ça coûterait trop cher, donc ça augmenterait le prix du repas, ce que toutes les familles ne peuvent pas se permettre. En revanche, à Nantes, voilà ce qui se passe, ça fonctionne, ça résout un certain nombre de ces problématiques, et voilà ce que Toulouse pourrait faire en s'inspirant de Nantes pour progresser. Vous voyez, donc là, c'est à la fois une enquête à charge, parce que les élus des collectivités à Toulouse on en pris pour leur grade, quelque part, enfin, on dénonçait des dysfonctionnements. Et il y avait quand même voilà, une initiative concrète et des possibilités d'améliorer. Vous voyez, alors, on pourrait prendre des sujets un peu plus… vous allez me dire, c'est un peu gentil, le bio dans les cantines. On pourrait s'intéresser à la production des smartphones, des téléphones portables, qui posent tout un tas de problèmes, de l'extraction de minerais, de matériaux rares, de terres rares, d'exploitation sur les chaînes de production en Chine, etc. Bon, là, quelque part, c'est un sujet où on est tous impliqués quelque part, ceux qui ont un téléphone dans leur poche. Un média comme Le Monde s'est intéressé à la chaîne de valeur et a dit ça pose d'énormes problèmes d'exploitation, des problèmes sociaux, etc., à telle et telle étape de la chaîne de production. Mais il se trouve qu'il y a une marque qui essaie de faire autrement. Alors, c'était le Fairphone, c'est une initiative néerlandaise. Et voilà ce qu'ils essaient de faire, voilà ce qu'ils parviennent à faire. En revanche, ils ne font pas tout bien. Il y a encore tel problème parce que tel minerai, on le trouve dans tel pays et il y a de l'esclavagisme. Donc, oui, alors là, c'est une enquête qui a demandé 3 mois d'enquête pour le journaliste, qui a dû se rendre dans plusieurs pays pour voir. Oui, donc, il y avait des moyens sur une enquête comme celle-là pour se déplacer de Chine en Afrique, en France, etc. Mais oui, c'est des exemples un peu enfin, extrêmes, entre guillemets, enfin, très fouillés, pour dire c'est possible de faire de l'investigation de solutions. Mais il y a tout un panel. Si vous voulez, on peut faire des portraits, des interviews, etc., en essayant de creuser à la fois la pertinence, la validité d'une initiative, de saluer ce qui fonctionne, d'avoir un recul critique sur ce qui ne fonctionne pas.
Donc, il y a tout un panel. On ne veut pas être, voilà, dire il n'y a qu'une manière de faire du journalisme de solution. Il y a tout un panel, en fait, de possibilités. Monsieur G, nous recevons déjà des questions des participants qui nous suivent, mais avant, je voudrais vous donner la main pour diffuser votre document que vous avez préparé, le document de votre patron. Oui, je vois une première question sur existe-t-il des associations des journalistes de solutions à travers le monde? Alors, oui, nous, on en a identifié un certain nombre, mais surtout, je ne sais pas où se situe la personne qui a posé la question. Nous, c'est vrai, comme je disais, on est très européens, très occidentaux. On va s'ouvrir petit à petit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être partout. Et il y a des terrains qu'on ne connaît pas, donc on ne se permettrait pas de donner des leçons ou de prétendre connaître l'Afrique alors qu'on ne la connaît pas. Je dirais, nous, on a vu il y a 18 ans, on était a priori la première association à institutionnaliser cette démarche de journaliste de solution. On en a vu apparaître d'autres. Aux États-Unis, il y a le Solution Journalism Network qui a émergé il y a 8 ans. Au Danemark, vous avez le Constructive Institute. Vous avez des émergences en Italie, en Espagne. Il y a un Constructive Network en Italie qui a récemment émergé. Donc voilà, c'est des journalistes qui, comme nous, se regroupent, se rassemblent, se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on pourrait aider, donner des conseils, partager des bonnes pratiques avec nos confrères et nos consoeurs. Vous voyez, c'est souvent comme ça que ça naît. Et puis, il y a des chercheurs qui viennent s'ajouter à ça pour analyser les bonnes pratiques, pour penser un peu la démarche, créer des cadres méthodologiques, etc. Donc, là, je vous cite des expériences qui sont plutôt, qui sont en Europe, aux États-Unis. Il y a quelques années, on est allé en Éthiopie parce que les Nations Unies nous avaient proposé de participer à une rencontre avec une cinquantaine de dirigeants de rédaction de journaux dans différents pays d'Afrique. Et voilà, on a été en Éthiopie et voilà, c'était l'occasion de partager en fait nos bonnes pratiques. Mais je ne sais pas si derrière ça a donné lieu. Il y avait sûrement des initiatives déjà existantes, hein, d'ailleurs. Peut-être que vous-même, au Forum francophone de l'ICFJ, vous pouvez accompagner sur ces questions de journalisme de solution. Ah oui, la personne qui posait la question disait « Je suis en République démocratique du Congo ». J'avoue, je ne sais pas, je ne connais pas bien le terrain pour pouvoir vous apporter une réponse. Non. En attendant, nous avons une autre question d'un participant qui demande qu'est-ce qui fait la différence entre le journalisme de solution et la propagande, si l'on doit par exemple présenter des initiatives qui marchent. Ben pour moi, ce qui fait la différence, c'est l'éthique du journaliste et de son média. C'est-à-dire qu'on fasse du journalisme de solution sur des initiatives ou qu'on fasse du journalisme politique, à mon avis, potentiellement, le danger est le même. Vous voyez, on est en période d'élection présidentielle en France. Il y a des voix qui se lèvent pour dire ah bah, tel journaliste, il est un peu complaisant à l'égard de tel candidat. Vraiment, on est loin de la neutralité ou de la supposée objectivité. Je fais exprès de dire ça pour dire on n'est jamais à l'abri, la suspicion peut exister, qu'on soit en trop grande complicité avec le sujet de son article. Voilà. Après, c'est la manière dont le journaliste travaille qui fait la différence. Nous, on a créé une méthodologie qu'on s'impose, qu'on tâche de s'imposer le mieux possible, où l'idée, c'est de dire, il n'y a pas de solution sans problème, et il n'y a pas de solution sans critique. Si vous permettez, en quoi consiste cette méthodologie que vous avez créée? Alors, en fait, elle est toute simple. Hein. L'idée, c'est de se dire, vous savez, il y a quelques cadres méthodologiques qui encadrent la déontologie journalistique. On va dire, en Europe, on se réfère à la charte de Munich, qui encadre un certain nombre des principes journalistiques, qui dit qu'il ne doit pas y avoir conflit d'intérêts entre les journalistes et les annonceurs,
entre les journalistes et leur sujet, qu'il peut y avoir une neutralité bienveillante, mais que voilà, il ne s'agit pas de mélanger les genres, il faut que le journaliste soit tout à fait indépendant. Donc, voilà, la déontologie du journaliste, elle doit respecter un certain nombre de principes. Après, quand on va en école de journalisme, ben, on nous apprend que voilà, il faut s'intéresser au qui, quoi, comment, où. Enfin, il y a des questions basiques. Nous, on rajoute une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Une fois qu'on a analysé la situation problématique, on rajoute cette question qui signifie est-ce qu'il y a des personnes, des entreprises, des collectivités, des associations, peu importe, qui font quelque chose pour s'attaquer à la résolution du problème. Une fois qu'on a ajouté ça, on dit attention, il ne faut pas tomber dans l'excès de positivisme. L'information n'est pas de la communication, donc il faut avoir un recul critique sur son sujet. Vous voyez, alors après, on n'est jamais à l'abri que des médias se font passer pour des médias d'information alors que ce sont voilà, des organes de propagande. Et nous c'est du point de vue du journaliste qui fait un reportage qu'on se place en fait. Après, toutes les contingences, les annonceurs, les propriétaires de médias, etc., c'est autre chose, c'est une autre question en fait. La question de l'indépendance des médias et des journalistes, oui, elle se pose média par média, pays par pays. Là j'ai pas. C'est un débat très large sur le journalisme et son indépendance en général. Moi, je prétends qu'on n'est pas plus exposé aux risques de communication et de promotion dans le journalisme de solution que dans tout type de journalisme. Et je comprends qu'on puisse se poser la question en se disant est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on soit en empathie avec l'initiative qu'on va couvrir? Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Vous savez, souvent, on pose la question à nos confrères et consoeurs journalistes. On leur dit vous avez fait le portrait de cette personne, c'est quand même très élogieux, c'est très positif. Et certains nous disent si j'ai choisi de faire le portrait de cette personne, c'était pour une bonne raison. C'est que parmi un panel de possibilités, c'est celle que voilà, je trouvais le plus intéressant de traiter. J'ai envie de dire, ça appartient au journaliste après de choisir s'il veut ériger cette personne comme un héros de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat impact. De mon point de vue, ça ne doit pas l'empêcher de porter un regard critique. Vous savez, quand le microcrédit au Bangladesh, on a érigé la figure de Mohamed Younous, le père fondateur du microcrédit. Moi, j'ai vu dans les médias à une époque, c'était des louanges unanimes. Et puis, à un moment donné, il y a eu un journaliste qui a fait une enquête, enfin plusieurs journalistes, qui se sont aperçus que le microcrédit posait des problèmes dans certains pays, dans certaines régions, enfin, dans certaines agences de microcrédit, que ça entraînait des suicides, notamment dans le monde agricole, de paysans qui ne pouvaient plus rembourser leur microcrédit parce que les taux étaient usuriers, étaient trop élevés, etc. Donc, en fait, sur le même sujet, on a vu la figure de Mohamed Younous encensée, puis démolie. Or, on savait que la réalité était dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imputer à Younous tous les dysfonctionnements qui pouvaient se produire dans le microcrédit sous prétexte qu'il en était l'instigateur au Bangladesh et dans d'autres pays du monde. Il était quasi certain qu'il y avait des dérives dans le système bancaire et donc le système du microcrédit et que ça ne pouvait pas se passer bien partout et que les règles n'étaient pas les mêmes partout. Donc, voilà, il y aurait sûrement à un moment donné des dérives dans le secteur du microcrédit. Est-ce que ça invalide pour autant tout le système? Non, évidemment non. Mais ça impose peut-être de notre part, nous journalistes, d'être prudents et de ne pas hésiter à, voilà, que ce soit dans la contextualisation ou par rapport à l'initiative précise elle-même, d'avoir toujours un recul critique, une distance. En fait. Et oui, mais ça, ce que je dis là, c'est assez basique, c'est-à-dire c'est ce qu'on nous apprend, enfin c'est ce qu'on doit tous respecter en tant que journaliste, quel que soit notre sujet, quelle que soit notre approche.
que ce soit dans le journalisme sportif, politique, de solutions. Voilà, c'est les grands principes. Dans la préparation de ce webinaire, nous avons été confrontés à quelques questions. Une question qui est revenue de la plupart des participants à qui nous avions informé de la tenue de cet événement. La question, c'était de savoir comment convaincre un rédacteur en chef qui refuse de publier un article sur le climat ou qui n'en trouve pas l'utilité. Sur le climat, vous voulez dire spécifiquement? Oui, un artiste sur le climat avec un angle tourné vers le journalisme de solution, en fait. Parce que le rédacteur en chef verrait cet article comme un peu de la communication ou de la publicité et il refuserait de le publier sur ce prétexte. En général, effectivement, convaincre son rédacteur en chef de la pertinence de son sujet, que ce soit journaliste de solution ou pas, c'est dans certaines réactions toujours un exercice en soi auquel il faut se préparer. Parce qu'effectivement, le nombre de sujets qui passent à la trappe par rapport au nombre de propositions, il est forcément conséquent. Il n'y a pas la place, il n'y a pas les moyens pour faire tous les sujets. Donc, voilà, faut bien faire des choix. Le journaliste de solution, en nous, les bénéfices que l'on met en avant, que ce soit climat ou pas, d'ailleurs, à mon avis, c'est quel que soit le sujet, c'est de se dire, alors, prenons le climat. Nous, le climat nous intéresse parce que c'est le sujet anxiogène par excellence. Donc, on peut le traiter, et plein de journalistes l'ont fait, sous l'angle de la catastrophe à venir. Si on regarde le rapport du GIEC, si on écoute la science, il y a tout lieu de s'inquiéter de ce qui peut advenir. Et à l'œil nu, dans certains pays, voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand journaliste pour s'apercevoir de problèmes de sécheresse, de baisse de productivité dans l'agriculture, enfin de tout un tas de problèmes. Donc, il est tentant de traiter de la question climatique sous un angle catastrophiste qui peut être réaliste. Mais ce qu'on observe, c'est que on n'arrive pas à convaincre, c'est-à-dire les gens décrochent. On a du mal à faire du climat un sujet dont les citoyens s'emparent si on ne le traite que sous un angle négatif et anxiogène. En fait. Donc, pour convaincre spécifiquement son rédacteur en chef, moi je dirais justement, comme on voit plein d'études montrent, que le seuil de tolérance à la négativité, il est limité. Le fait de traiter du climat sous l'angle du problème, ça peut être le problème global ou le problème dans le secteur agricole ou dans le secteur des transports ou dans le secteur de l'énergie, et de mettre en regard ce problème, de mettre en regard une initiative ou plusieurs initiatives qui apportent des réponses, à mon avis, on peut défendre devant son rédacteur en chef le fait que ça va davantage intéresser les lecteurs, que ça ne va pas les laisser dans une posture comment dire, sclérosante, de se dire l'ampleur du problème climatique est telle et telle. Parce que là, on parle quand même de changements qui concernent tout le monde, globaux, que si on ne veut pas créer un effet de sidération, c'est-à-dire, ou de rejet, mettre en avant des initiatives qui ont lieu, si vous êtes en presse quotidienne régionale, enfin en presse locale, plutôt des initiatives au plus près des citoyens, enfin des gens, ça ne pourra apporter qu'une valeur ajoutée, a priori sur la manière dont le lecteur va s'intéresser au sujet, va se l'approprier, va peut-être diffuser, partager le contenu, le reportage. Vous savez, ce qu'on a observé sur le journalisme de solution en général, c'est que la propension des gens à partager quand il y avait une solution, à relayer, était plus forte, comme la propension à s'intéresser davantage. Ça éveille l'intérêt pour le sujet. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Alors, là, sur des aspects économiques, il y a peut-être, au-delà du journalisme, des personnes parmi vous qui s'intéressent à la question, parce que nous, souvent, on arrive à convaincre des médias en leur disant ça va générer de la fidélisation, les gens vont s'intéresser davantage à vos contenus, et vous allez peut-être aussi vendre davantage. Parce qu'il ne faut pas écarter ça, parce que ce serait… Nous, on nous pose souvent la question, est-ce que ça marche? Donc, est-ce que ça marche en termes d'audience? Est-ce que ça marche en termes de vente? Nous, on a mené des expériences qui montrent que oui. Quand on travaille avec un journal comme Ouest France,
qui occupe un quart de la France, ils font, eux, plus 7, plus 8% de ventes en kiosque. Quand on a créé le Libé des solutions avec le journal Libération, qui est un journal national, on a atteint jusqu'à 25% de ventes en plus en kiosque. Oui, quand bien même ce n'est pas notre préoccupation en tant que journaliste, il se trouve que c'est des bénéfices collatéraux dont il ne faudrait pas se priver. Enfin, autant les partager, puisque c'est le cas. Ça ne peut qu'aider à convaincre un dirigeant ou une dirigeante de rédaction ou de médias. Vous voyez, de l'intérêt de l'approche. Donc, si vous voulez, nous, on a un faisceau d'indices aujourd'hui qui montre que ça intéresse davantage le lecteur, que parfois, ça peut générer plus de ventes en kiosque, que aussi, ce n'est pas toujours un succès en termes de ventes en kiosque, surtout quand c'est événementiel. Vous voyez, vous sortez un numéro ou un reportage dans votre journal une fois de temps en temps, ça ne va pas forcément se voir. Donc, la récurrence est importante quand même pour pouvoir se dire « Ah oui, ça va m'aider à capter davantage l'attention de mes lecteurs ». Mais ce qu'on a fait, par exemple, avec l'Observateur, qui est un hebdomadaire en France, on a fait un flop en kiosque on a mis en couverture la France solidaire. La France solidaire avec des portraits de personnes, de gens de citoyens normaux, mais qui étaient engagés dans l'aide humanitaire, dans des épiceries sociales, dans la transition agricole, etc. Des gens dans lesquels, a priori, chacun d'entre nous peut se retrouver, peut se projeter, parce que ce sont des initiatives à portée de main, en fait. Ça a été un flop, parce que la une du magazine était mal positionnée, le titre n'en était pas un, etc. Ça a été un flop, mais en revanche, ça a aidé à fidéliser les abonnés. Les abonnés de l'Obs ont été très heureux de lire ce genre de contenu, ce genre de reportage sur des gens qui faisaient des choses à toute échelle. Donc, au final, ça a été positif. Même si ça n'a pas marché en kiosque, ça a marché auprès des abonnés. Donc, vous voyez, c'est aussi une incitation à ne pas être court-termiste en recherchant. C'est sûr qu'on ne va pas faire de sensationnel, ou rarement, avec ce genre de sujet. En revanche, fidéliser des abonnés, c'est pas mal. Ça peut avoir du sens pour l'économie des médias. Vous voyez? Donc, ça, c'est assez général, mon propos. Ce n'est pas lié directement, spécifiquement au climat. Mais je peux vous parler spécifiquement de climat, si vous voulez, sur des bonnes pratiques que des confrères et des consoeurs nous ont partagées. Je préférerais. Si vous voulez, je peux vous partager, vous donner quelques éléments sur comment les médias français traitent du changement climatique et comment ils ont évolué. Quelques données, si vous voulez, parce que c'est assez signifiant quand même. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. Oui, c'est bien visible. Oui, super. Vous voyez, alors, juste pour actualiser un peu le propos, comme on est en période d'élection présidentielle en ce moment, là, il y a des scientifiques, il y a 1400 scientifiques, dont pas mal de membres du GIEC, du groupement intergouvernemental d'études sur le climat, qui a pris la parole et qui a dit « Le climat n'est pas suffisamment abordé dans la campagne présidentielle et donc les journalistes, les médias, vous ne faites pas votre travail. Vous devriez demander des comptes sur ce problème incontournable à tous les candidats. » Et donc, voilà, c'est paru sur France Info il y a 2 jours. Les scientifiques interpellent et les politiques d'un côté et les journalistes pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Donc, ce sujet se pose, il se pose évidemment à nous tous, mais voilà, les scientifiques s'expriment et c'est de plus en plus fréquent, mais c'est quand même assez rare. Si vous voulez, nous, on s'est intéressé à ce sujet parce que, je vous disais, c'est le sujet anxiogène par excellence. Ce n'est pas facile de positionner des sujets constructifs ou de solutions, mais c'est quand même possible. D'autant que c'est une demande des citoyens français quand on leur pose la question. Vous voyez, on a réalisé des études et puis on en a compilé d'autres. Vous voyez, il y a un espoir quand même dans la population qu'il y a encore beaucoup de solutions à mettre en œuvre, que tout n'est pas perdu. Vous voyez, 75% des Français disent
voilà, il y a des solutions. On a confiance dans la possibilité d'agir. Quand on regarde ce qui se passe au cœur des médias, vous voyez, on regarde ce qui se passe dans les journaux télévisés. Donc TF1, c'est notre chaîne la plus… je crois que c'est le journal télévisé le plus regardé en Europe. On regarde sur 10 ans, vous voyez, sur une longue période relativement longue, comment ils ont évolué. Eh bien, les questions environnementales, elles ont été multipliées par plus de 3 en 10 ans. Donc, on peut dire que c'est une victoire déjà. L'environnement prend de plus en plus de place. Et on s'aperçoit que le climat, la recontextualisation des problèmes dans la problématique climatique, elle est passée de rien à presque 1%. Donc, on peut dire que c'est très peu, mais il y a une progression quand même. Et d'ailleurs, vous voyez mes chiffres, hein, c'est 2019. Donc, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 3 dernières années. Donc, oui, ça prend du temps de faire une étude. Hein, ça nous a pris 6 mois. Donc on ne l'a pas actualisé encore. Mais voilà, il y a une tendance plutôt positive, si j'ose dire. Si on regarde, je pourrais vous montrer en radio, par exemple. Je ne vais pas vous dérouler, rassurez-vous, mes 200 slides. En radio, quand on regarde les tranches d'informations qui génèrent le plus d'audience, vous prenez les 3 radios importantes en France. Oui, dans les journaux, alors c'est des tranches de 10 minutes, 15 minutes, c'est assez faible et c'est parfois inexistant. Le climat n'a pas sa place dans les tranches d'information. En revanche, ça n'empêche pas que beaucoup de médias font plein d'efforts. C'est-à-dire qu'il y a des chroniques en dehors du journal, du grand rendez-vous, il y a des millions de personnes. Il y a des chroniques, je vais vous montrer ça, vous voyez, qui font vraiment le travail. Oui, sur RTL, qui n'est pas une radio très engagée sur la question environnementale, eh ben, il y a quand même 48%, près d'une chronique sur 2, la minute verte, hein, qui dure 1 minute comme son l'indique. Voilà, la moitié traite du climat. Sur France Inter, vous avez une chronique scientifique, l'édito carré, 1/3 des chroniques traitent du climat. C'est quand même… Ça témoigne quand même d'un intérêt grandissant pour le sujet parce que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Oui, donc, on progresse. Et si je vous montre la presse écrite, vous voyez là, c'est assez révélateur. Vous voyez, on part de 0,17% à 0,68%. Alors, ça reste modeste en presse régionale. Et alors, en presse nationale, là, c'est quand même plus flagrant. Et on part de quasiment rien à 4% des reportages. Donc, nous, on se dit, ça, c'est positif, il y a une évolution positive. On peut la juger trop faible, mais voilà. Et vous voyez les pics en fait qu'on observe en 2015, c'est tout simplement parce que la conférence sur le climat a eu lieu à Paris. Donc, ça a augmenté l'intérêt des journalistes français pour le sujet. Et quand même, ce qu'on observe depuis 2018-2019, c'est l'effet des marches pour le climat, des marches notamment de la jeunesse pour le climat, qui font que dès lors que la jeunesse, incarnée par la figure de Greta Thunberg essentiellement chez nous, fait que voilà, quand c'est la jeunesse qui s'exprime et qui manifeste, forcément, ça entraîne derrière les journalistes, enfin, ça entraîne plus facilement les journalistes vers cette question. Et vous avez raison, quand je dis les journalistes, c'est les dirigeants de médias aussi, parce que les journalistes sont souvent plus au fait et plus éveillés sur ces questions que les gens plus haut dans la hiérarchie, qui sont ceux qui vont peut-être bloquer en disant non, ce n'est pas un sujet pertinent, il y a mieux à faire, va faire du journalisme politique plutôt que du journalisme climatique. Voilà, ça, on l'a entendu dans énormément de rédactions. Et bon, voilà, pris en tenaille entre les demandes de la société et l'envie de journalistes, d'un nombre de plus en plus grand de journalistes de traiter de ces questions-là, ça augmente. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, peut-être que ça suffit. Cette étude est disponible en ligne, hein, je pourrais la partager avec vous, évidemment. Si on s'intéresse, alors vous voyez, nous, on a regardé dans la presse quotidienne nationale et régionale,
la part des sujets qui adoptent un angle constructif, donc un angle de journaliste de solution. Vous voyez, en presse nationale, on est à 17%. C'est des panels assez représentatifs. On a regardé sur un mois, 700 articles. Voilà, ce n'est pas suffisant, mais ça permet quand même d'en déduire ce genre de choses. Voilà, 17% en presse nationale. Et si on regarde en presse régionale, on est à 27%. Ce qui nous fait dire, c'est assez logique, mais que la presse régionale étant au plus proche des préoccupations des gens, du territoire, elle va aussi plus facilement chercher les initiatives locales. Voilà. Vous voyez, donc, la presse nationale fait plus, elle traite davantage du sujet climatique, mais la presse régionale, elle fait mieux en termes de journalisme de solution. Alors que souvent, vous savez, on dit la presse régionale, c'est les chiens écrasés, les faits divers, etc. Bah là, ça a tendance à montrer, pas le contraire, mais à temporiser cet a priori. Et je ne vais pas vous abreuver de graphiques, mais nous, on a posé un certain nombre de questions à nos confrères, à nos consoeurs qui travaillent sur cette question depuis plusieurs années. Et, vous voyez, ils nous ont donné des conseils, eux, que je me permets de vous transmettre, sur, voilà, quand on ne connaît rien à la question climatique, comment on se forge cette culture climat. Et beaucoup nous ont dit, c'est de manière autodidacte. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de formation à comment traiter journalistiquement du climat. Donc, en fait, ils nous disent des choses assez évidentes, mais tous nous ont dit il faut lire la synthèse du GIEC en 30 pages qui fait l'état des lieux de la question climatique et à quoi s'attendre. Vous voyez, le rapport à la science incarné par le GIEC, par ces milliers de scientifiques à travers le monde, voilà, représente une référence pour tous les journalistes qu'on a interviewés. Sachant que c'est une synthèse d'un travail qui fait plusieurs milliers de pages, hein, vous le savez. Donc, la synthèse en 30 pages, c'est le document dont on dit que tous les politiques, tous les citoyens, tous les journalistes devraient à minima lire ça. En tant que citoyen, c'est peut-être difficile, mais en tant que journaliste, on devrait tous le faire. Après, ils nous disent il faut lire, il faut rencontrer des spécialistes du climat. Oui, ils nous citent un certain nombre d'auteurs. Il y a quelques événements qui émergent. Alors en France, moi j'en connais certains, voilà, qui invitent les journalistes à réfléchir à la question. Il y a un forum international de la météo et du climat chaque année à Paris qui aborde ces questions. Il y a quelques formations qui émergent en ce moment, mais ce dont on s'est aperçu, c'est que les écoles de journalisme, ça ne faisait pas partie du socle commun, ouais, de la formation de base. Il y a encore 3 ans, il y avait une seule école qui abordait une quinzaine d'heures dans une année la question du climat, ce qui était déjà une nouveauté. Et en gros, c'était l'ESJ Lille, qui est l'école la plus connue en France. Voilà, eux l'ont fait depuis un certain temps. Mais on voit des formations, vous voyez, pour les personnes qui ne sont plus étudiantes, il y a quand même de la formation continue, mais il y a très peu de formation continue. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, Kossi, par exemple, mais en France, on s'aperçoit que les journalistes ne se forment pas vraiment, ils ne retournent pas spontanément se former tout au long de leur carrière. Et vous êtes là pour ça, d'ailleurs, pour créer des formations aussi, pour les aider dans cette voie, je sais. C'est un constat, monsieur Gilles, que je partage et c'est l'une des raisons pour lesquelles justement nous avons lancé ce forum pour non pas seulement organiser des webinaires, mais aussi des formations pour outiller les journalistes, pour leur donner tout ce dont ils ont besoin en fait pour travailler parce qu'il y a sur le terrain ce vrai besoin de formation. Si à la base, même dans cette histoire de COVID-19 ou de pandémie de coronavirus, on l'a vu, des journalistes n'étaient pas là-bas, des journalistes scientifiques, des journalistes qui maîtrisent un peu comment la rigueur scientifique, comment couvrir les sujets scientifiques et qui, comme ça, voilà, prennent des études, ne savent pas si l'étude a été revue par… il y a eu ce qu'on appelle le peer review, la revue par les pairs, si l'étude a suivi la méthodologie scientifique. Et puis voilà, les journalistes qui ne se mettent peut-être pas à écrire ou rapporter des informations, les conclusions de cette étude. Déjà, il y a un problème.
Donc, du coup, il y a vraiment ce besoin de formation, puisque le sujet climatique aussi est un sujet scientifique, tout comme la pandémie. Tous les journalistes ne sont pas forcément des journalistes scientifiques. Et dans toutes les rédactions en Afrique, vous n'avez pas forcément le texte scientifique. Du coup, c'est compliqué et comme vous le dites, il y a un vrai besoin de formation. Nous avons une question qui nous vient d'un autre participant. Il n'est pas basé en France, mais plutôt en RDC. Nous prenons la question, autant pour moi, au Sénégal. Il dit ceci: Monsieur Gilles, l'objet du journalisme est de trouver lui-même des solutions à des problèmes qui existent, ou c'est plutôt d'enquêter sur les solutions que les initiatives apportent aux problèmes existants? Je ne sais pas si Oui, vous avez... clairement, de mon point de vue, enfin, c'est d'enquêter sur des initiatives. On n'est évidemment pas là pour… Ça rejoint la question de l'engagement du journaliste dans son sujet. On ne peut pas demander au journaliste lui-même de mettre en œuvre des solutions. Lui, ses outils, c'est sa manière d'enquêter, de faire du reportage, de prendre son stylo, enfin, ou son clavier et son micro. Et voilà, il ne s'agit pas de demander au journaliste de s'engager dans le sujet, dans la mise en œuvre. Alors, il se trouve que ça se produit parfois, hein. Vous savez, moi, je connais une journaliste qui a fait beaucoup de reportages en Érythrée sur l'esclavagisme. Enfin, il y a des situations atroces en Érythrée. Elle a fait des papiers très dénonciateurs et très anxiogènes parce que la situation le veut. Et il se trouve qu'en parallèle de ça, elle a créé une association pour aider les victimes, des Érythréens qui ont pu s'en sortir. Elle les accueille en France chaque année dans un lieu, dans une abbaye, donc dans un lieu qui prête à la méditation, au repos, etc. Ouais, donc elle a voulu elle-même créer une association, créer un remède pour des gens qui ont vécu des choses atroces. Donc on pourrait dire, ben, cette journaliste, elle a fait le pas d'un engagement. Elle s'est engagée dans une forme de solution. Alors, ce n'est pas une solution au problème qui se pose en Érythrée, évidemment, mais c'est une réponse de prise en charge psychologique de personnes qui ont souffert. Vous voyez, on est plus dans du journalisme de résilience que dans du journalisme de solution, on pourrait dire. Euh, mais voilà, c'est son engagement propre et c'est son choix. Mais évidemment, tout journaliste ne va pas forcément s'engager concrètement sur le terrain. C'est en tout cas pas ce que veut dire journaliste de solution. Si ça peut vous rassurer. Je pense que sur le terrain, il y a des solutions. Parfois, je me rappelle, il y a quelques années, je devrais mener une enquête sur la façon dont la sécheresse affecte les productions agricoles. Je me suis rendu dans un village très éloigné, j'ai rencontré l'agriculteur, le paysan, nous sommes allés visiter son champ et il se fait que pour répondre à la sécheresse et pour trouver une solution, il a déplacé son champ et maintenant le champ se cultive tout près d'un fleuve, un fleuve auprès duquel il a mis des sables et puis il a pu gérer en fait la question de l'eau et un plan à long terme qui lui permet d'avoir de l'eau en permanence. Je crois que c'est une solution au problème climatique. Et c'est un reportage qui a été très excellent du fait que ce paysan-là arrivait à pouvoir vaincre les effets ou les conséquences du changement climatique. Je pense que c'est un peu le journalisme de solution. Mettre en avant plutôt la solution qu'apporte le paysan sur le terrain plutôt que d'exposer les problèmes rencontrés par le paysan. Nous avons une autre question. Les deux dans un Voilà, moment. voilà. Une autre question qui nous vient du Cameroun. La question dit ceci: si je suis par exemple dans une zone où les habitants vivaient grâce aux fruits d'un fleuve qui s'achète, comment faire du journalisme face à une telle situation? Je voudrais des exemples pratiques de sujets. Je ne sais pas, c'est de faire du journalisme de solution, comme par exemple l'eau, ça sèche et que les populations n'ont plus accès aux fruits. J'ignore si la question est comprise. Alors oui, il faudrait savoir si sur sur cette zone, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises, que ce soit par des habitants ou des pouvoirs publics, des collectivités. Euh,
ça, je ne sais pas. Pour faire un parallèle, nous, on a pu faire des reportages en Inde sur des zones qui étaient totalement désertifiées à cause du réchauffement. Et en fait, on a suivi des personnes qui s'étaient souvenues que leurs ancêtres, leurs grands-parents, en période de crue, ils creusaient des réservoirs d'eau. Je ne connais pas exactement la technique, mais elle était détaillée dans l'article, dans le reportage qu'on avait fait à l'époque. Il se trouvait qu'en mettant en place cette initiative de ses ancêtres, il avait réussi, enfin ce collectif, ce village avait réussi à se reverdir, et donc toute la flore et même la faune qui avait disparu ont pu se reconstituer. Mais ça, on a observé ça sur des années et des années, si vous voulez. On est arrivé là où la solution avait déjà mise en œuvre et avait déjà porté ses fruits. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de regarder quelque chose qui a eu lieu sur les 10 dernières années et d'expliquer la technique qui a été mise en œuvre, le problème qui existait il y a 10 ans et ce que tous ces efforts qui ont été déployés donnent 10 ans après. Là, dans la situation que vous évoquez, il faudrait, je pense, ce serait intéressant d'aller voir si à côté, enfin, dans la région d'à côté ou dans le pays d'à côté, la problématique s'est posée aussi, peut-être sur le même fleuve ou à un autre endroit du fleuve. Est-ce que d'autres populations auraient été confrontées au même problème? Et est-ce qu'il y aurait quelque chose à apprendre de cette situation? Nous, c'est un peu ça, oui, on va chercher des cas, des lieux où le problème a été résolu pour pouvoir s'en inspirer. Ça peut être ça. Je pense qu'à vous entendre, il est clair qu'il est compliqué de faire du journalisme de solution lorsqu'on a le problème et pas la solution, puisqu'on ne demande pas aux journalistes d'aller inventer des solutions, mais plutôt de raconter celles qui existent face à un problème. Oui, ce que vous dites, ça répond à la question qui nous est posée par Jiffy sur comment on définit le journalisme de solution, c'est ça. C'est un journalisme qui s'intéresse à la fois à un problème, à un dysfonctionnement, à une difficulté, et qui s'intéresse en même temps aux initiatives qui proposent des réponses. Et c'est ce journalisme, on va dire, à spectre large, parce qu'il embrasse à la fois la situation, le problème et une réponse possible ou des réponses possibles. On peut comparer des réponses aussi, ça nous arrive, qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Voilà, c'est tout simplement ça le journalisme de solution. Et on peut le définir aussi par l'ajout de cette question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et une fois qu'on a répondu au qui, quoi, comment, où, c'est et maintenant. Donc, on s'ajoute un problème, en fait. On s'ajoute une difficulté en se posant cette question supplémentaire par rapport au journalisme conventionnel. C'est juste un complément, en fait. Vous voyez, on peut le définir comme ça. Je vous invite sur notre site. On est en train de fabriquer un MOOC, donc un cours en ligne sur le journalisme de solution. Il va être publié au mois de mai, en fait. Il sera disponible. Justement, on allait chercher des cas d'études, des reportages, on décortique des reportages. On est allé interviewer, il y aura des vidéos et des podcasts où des professionnels, des journalistes vont partager leurs bonnes pratiques. Voilà, ce travail, aujourd'hui, on a écrit un livre en fait sur le sujet. Mais voilà, si on veut le diffuser plus largement et pouvoir effectivement répondre à toutes les interrogations qui se posent par rapport à ce journalisme de solution, voilà. On aura enfin un outil dans 4 mois qui vous sera accessible et peut-être qu'on pourra en informer toute la communauté des participants à travers vous aussi, si vous êtes d'accord. Et il faudra l'adapter certainement aussi. Peut-être qu'il y a une coopération à mener là-dessus parce que, je vous disais, notre approche est très française, voire européenne. Elle se limite à cet espace géographique. On n'a pas de prétention à ce que
ce que l'on fait sur ce territoire-là soit transposable à l'identique partout dans le monde. Donc, on est très prudent là-dessus, mais on pourrait peut-être adapter ce travail avec vous. Votre ONG remet chaque année plusieurs prix, dont le prix européen du jeune reporter francophone pour lequel les inscriptions sont ouvertes et que d'ailleurs nous avons relayé dans notre forum. Ces genres d'initiatives encouragent en fait la pratique du journalisme de solution. Est-ce que vous en, à part celle que vous venez de mentionner, en avez-vous d'autres auxquels les journalistes peut-être qui ne sont pas basés en Europe ou en France peuvent aussi, bien sûr, en bénéficier? Alors, nous, sur notre site, il y a le travail sur le climat qu'on a réalisé est accessible gratuitement sur reporterdespoir.org/climat. En allant sur notre site, vous le trouverez assez facilement. Ce travail est en cours, hein, donc comme je vous disais, on est tout à fait ouvert à l'enrichir avec des expériences qui sont au-delà de la France et de l'Europe. Voilà, c'est un travail forcément inachevé. Mais voilà, il y a déjà des éléments en ligne si ça vous intéresse. Et on a mis tout ce que vous voyez en fond sur votre écran, tous ces exemples-là, parce que je vois des personnes qui demandent des cas pratiques. Là, on a résumé un certain nombre de conseils, donc de cas pratiques, de journalistes très différents. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site, si ça vous intéresse. Vous voyez, là, on a résumé tout un tas de choses. On met des liens vers des expériences de journalistes de solutions dans différents médias. Il y a même des éléments sur comment illustrer son article sur le climat. Tout dépend de l'émotion, quelque part, qu'on voudrait susciter chez nos lecteurs, si tant est, enfin, je veux pas que ça paraisse manipulatoire, mais vous savez tous que le choix des visuels qu'on met sur nos articles a un impact. Et certains chercheurs se sont penchés sur la question. Ils disent, si vous voulez inciter les gens à agir, c'est plutôt en parlant des causes et des conséquences, donc qui suscitent des sentiments plutôt négatifs. Mais si vous voulez informer les gens qui ne sont pas très au fait, qui ne s'intéressent pas vraiment à la question, il vaut mieux montrer des choses orientées solutions. Et donc, c'est aussi en fonction des cibles, des populations à qui vous voulez vous adresser. Enfin, voilà, on a tout un tas de conseils, de recommandations qui sont émis par des professionnels, par des journalistes comme vous. Et c'est ça qu'on veut faire passer, en fait. On veut créer un dialogue entre journalistes, éclairés quand il le faut par les scientifiques, cette question particulière. Et voilà, on a plein de témoignages et de scientifiques et de journalistes avec des cas pratiques. Monsieur Van der Putten, c'est avec cette question qui nous vient d'un participant que nous allons clore ce webinaire. Peut-on parler de solutions sans faire mention de la réalité sur le terrain? C'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas vu sur le terrain. Donc, tout à fait d'accord avec vous pour dire que notre métier, c'est d'abord d'aller sur le terrain pour voir de nos yeux ce qui s'y passe et d'y rester le temps suffisant pour ça. Après, on a tous des contraintes. Nos rédactions nous imposent des contraintes. Donc, voilà, c'est pas toujours évident. Mais effectivement, c'est difficile de parler de solutions sans les avoir vues sur le terrain. Nous, on fait régulièrement des tours de France. Alors, c'est géographiquement limité, mais voilà, on est parti au mois de septembre dernier à la rencontre de plus d'une centaine d'acteurs de terrain, des agriculteurs, des ouvriers dans des usines, des entrepreneurs, etc., partout en France, pour essayer de collecter des initiatives qui ont du sens, sur lesquelles on avait déjà des informations, mais on est allé chez certaines sur le terrain pour voir concrètement ce que ça donnait, puisque parmi nos missions, il y a l'idée d'aider des journalistes à trouver des idées de sujets. Donc, on ne fait pas le reportage à leur place, on ne fait pas l'enquête à leur place, mais on défriche, vous voyez, le terrain pour les aider, à ceux qui nous le demandent, à les orienter vers des dizaines, des centaines d'initiatives. Donc, il faut quand même gratter un peu, creuser un peu avant de dire à un journaliste, va voir dans cette direction, il y a quelque chose d'intéressant, tu peux aller enquêter de ce côté-là. Mais voilà, ça fait partie de notre mission d'aller chercher des initiatives.
Merci beaucoup, Monsieur Van der Putten, pour ce riche moment que nous avons partagé ensemble et pour ces pratiques, ces bonnes pratiques que vous avez offert aux journalistes. Je pense qu'il y a énormément de ressources sur le site Reporter d'Espoir que les confrères pourront visiter pour compléter les inquiétudes ou les questions que beaucoup pourraient avoir. Et je voudrais aussi vous inviter, si vous n'êtes pas encore membre du forum, de le rejoindre pour continuer les conversations. Il est évident qu'en 1 heure, nous ne pouvons pas épuiser ce sujet. Comment adapter le journalisme de solutions à la couverture du changement climatique? Le sujet en soi est tellement vaste qu'il faudrait peut-être songer à d'autres sessions avec des angles plus précis. Merci à tous les participants et les participants qui ont participé à cette session et surtout un grand merci à M. Van der Putten qui a accepté d'être avec nous pour partager ce bon moment de partage avec les confrères, les consoeurs francophones. Je viens de partager le lien dans la boîte de discussion, un sondage qui nous permet à chaque fin de webinaire de savoir s'il a été riche et utile, intéressant pour les participants et si ils l'ont jugé utile pour le travail et s'ils voudraient peut-être nous faire des recommandations, des remarques, donc n'hésitez pas, prière, répondre quelques secondes pour nous faire part de vos précieuses recommandations. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre session. Nous parlerons, nous discuterons avec les patrons de journaux en ligne sur la façon de rendre ces journaux rentables, les défis auxquels ils font face en ce moment et surtout comment avancer dans cette ère où les médias sont confrontés à de multiples problèmes. Je vous dis, je vous souhaite bonne fin de soirée, bonne fin de journée ou bon après-midi que vous soyez. Encore une fois, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.